Au début, comme tout le monde, j'ai commencé à créer du contenu tout seul. On a acheté un appareil photo vidéo pour nous-mêmes. Donc j'ai commencé avec cet appareil-là. Moi, j'ai toujours depuis le début eu un objectif très clair dans ma tête, c'est être industriel. Je suis ingénieur industriel à la base. J'ai toujours été très clair avec ma femme avant de l'épouser. Mon avenir, ce n'est pas en France. Je le savais depuis très longtemps. Mon avenir, c'est en Afrique. Bonjour Philippe, je te remercie déjà d'avoir accepté cette interview. Je suis très contente de te retrouver ici aujourd'hui à Abidjan. Nous sommes à Abidjan. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Super bien, je suis très contente. Et je pense que c'est la première fois qu'on a du temps comme ça d'échanger au point de faire une interview. C'est vrai. Les fois où on s'est vu, c'était rapide. Il y avait d'autres personnes surtout aussi oui, autour. c'est sûr. Alors aujourd'hui, nous allons parler business, investissement, événements aussi et famille, d'accord? Alors là, je veux parler à l'homme d'affaires. Je veux que tu donnes tes stratégies, le mindset derrière les activités que tu mènes et que tu inspires ceux-là qui vont regarder cette vidéo et qui se disent « Ok, je me suis lancé en affaires, c'est trop difficile. Je suis rentré en Afrique, c'est trop difficile. Comment est-ce que je fais ?» Alors, nous allons commencer par ta première activité qui a permis à tout le monde de te découvrir, qui est YouTube. Comment est-ce que tu fais pour rentrer sur YouTube? C'est quoi qui a été ce déclic-là? Ingénieur de ton état, tu as choisi de faire différemment. Explique-nous. En fait, déjà merci de venir me voir à Abidjan et d'avoir du temps pour qu'on fasse une vidéo. C'est pas évident. Et puis là, les emplois du temps le permettaient. L'aventure YouTube naît de beaucoup de choses, mais principalement d'une frustration. Parce que je constate à l'époque que quand on va sur Internet, je commençais déjà à me renseigner sur le business. Hein. J'avais déjà moi-même commencé à faire certains investissements au pays, mais aussi en France, dans l'immobilier. J'avais commencé déjà à acquérir même des immeubles avec ma femme. Mais je me rends compte que quand tu es dans le business, tu as besoin de te nourrir de contenu business. Et quand je vais sur Internet pour chercher du contenu business, je vois plein de choses en Amérique, au Canada, en France, rien sur l'Afrique. Rien du tout. Et ça me gêne, parce que je me dis, mais quand on voit les Noirs sur Internet et à la télé, on voit des sportifs, on voit des artistes, on voit des comédiens, et c'est tout. Mais il n'y a pas que ça dans la communauté. Et les autres voix qui font des choses différentes, peut-être plus sérieuses, ne sont pas du tout connues. Et donc je me suis dit, il faut que ça change. Il faut qu'on visibilise les Noirs qui font du business, qu'on raconte aussi nos propres histoires et qu'on vienne expliquer comment on fait le business chez nous, avant que ce ne soit un blanc qui vienne en Afrique et commence à faire des vidéos pour dire voilà comment on fait le business à gauche, à droite. Donc c'est parti déjà de cette première frustration, de ce que moi-même je n'avais pas de contenu pour pouvoir m'éduquer en me disant qu'il y a un public là que ça peut intéresser et je vais raconter mes histoires. D'accord. Mais aujourd'hui, tu es rendu à 1 million d'abonnés. C'est sacré déjà, félicitations. Félicitations à l'équipe. Félicitations parce que je sais ce que ça prend pour créer du contenu tous les jours. Ouais. Ça prend d'avoir la bonne idée, la motivation, le temps libre et ce truc qui te permet d'être devant la caméra. Parce que des fois, tu vas allumer ta caméra et puis il y a un bruit qui passe, il y a la connexion peut-être qui ne fonctionne pas et puis voilà, et puis tu abandonnes. Mais toi là, tous les jours, tu produis du contenu. Tous les jours. Et j'ai souvent vu des notifications de ta chaîne comme 2 vidéos par jour, 3 vidéos. À un moment donné, tu faisais 4 vidéos par jour. Donc YouTube est rendu comme une source de revenus quand même. Ouais. Et je voudrais qu'on parle de ça. Okay. Comment est-ce que tu réussis à développer une chaîne YouTube qui devient non seulement un média, mais aussi une source de revenus? Bon, la monétisation, elle est prévue dans YouTube. C'est pas moi, moi, c'est pas moi qui toi. est, Oui, ce sont les avantages. C'est les avantages. Et j'avoue qu'au début, d'ailleurs, si on regarde bien les premières vidéos que j'ai faites, ma chaîne n'était pas monétisée. Du tout. J'ai monétisé un peu tardivement ma chaîne. Quand je dis un peu tardivement, je pense qu'il y avait déjà plus de 10 000 abonnés quand j'ai monétisé. Oui, c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas les publicités. Il n'y avait pas de publicité au début. Oui. Pas du tout. Parce que je partais d'un principe que c'était pas l'argent de YouTube qui m'intéressait. C'était plutôt le canal que YouTube me permettait de pouvoir montrer ce que je faisais qui m'intéressait. Et au travers de ce que je montrais, je faisais des formations, des coachings, des accompagnements
qui étaient beaucoup plus rentables que, entre guillemets, ce que je pensais les miettes de YouTube. Donc, je n'étais pas focalisé sur ça jusqu'au jour où je me suis rendu compte que chaque mois, j'achète du matériel. J'achète une caméra 3 000 €, j'achète une lumière 800 €. Enfin, ça fait quand même de l'argent tout ça. Et ce serait pas plus mal si ça pouvait être pris en charge, supporté par l'argent de YouTube. Et à l'époque, j'avais fait un petit sondage pour voir est-ce que le fait que je monétise ma chaîne allait poser réellement problème à mon audience. Ils m'ont fait comprendre que non. De toute façon, toutes les chaînes sont monétisées. Je crois que j'étais l'une des rares chaînes à ne pas être monétisée. Et donc, du coup, je me suis dit que bon, mais non seulement il y a un marché, ça peut apporter un peu d'argent. Et en plus, l'audience n'y est pas opposée. Donc, monétisons. Et j'ai activé la notification. Je me rappelle toujours, mon premier mois, je crois que j'avais gagné 400 $, quelque chose comme ça, 300 ou 400 $. Et après, c'est parti en augmentant. Et tu es rendu à combien aujourd'hui? Euh... Si c'est pas indiscret. Ça varie. En moyenne. C'est une somme qui varie. Mais on est à plus de 10 000 € par mois. Waouh! Là, c'est un bon montant. OK, alors comment est-ce que tu fais pour développer ce business? Je veux comprendre la stratégie derrière, les implications aussi. Aujourd'hui, on a toute une équipe qui est là. Tu voyages beaucoup. Comment est-ce que tu fais quand tu es en voyage? Est-ce que tu vas avec ton équipe? Explique-nous. Alors, au début, comme tout le monde, j'ai commencé à créer du contenu tout seul. Avec ton téléphone? Non. À l'époque, c'est peut-être... quand j'ai commencé avec quand j'ai épousé ma femme, on allait en lune de miel en Afrique du Sud. Et on s'était acheté, parce que le vol, on avait pris, je crois à l'époque, Emirates. Donc, ils nous ont amenés à Dubaï, je crois, pour faire une escale et on est reparti. Et on est donc arrivé à l'aéroport de Dubaï. Et ce jour-là, il y avait une grosse promo pour un appareil photo. Donc, on a acheté un appareil photo. À l'époque, je n'avais pas d'idée de faire YouTube. On a acheté un appareil photo vidéo pour nous-mêmes. Et il se trouve que quand il a fallu commencer YouTube, on avait déjà un appareil. Donc, j'ai commencé avec cet appareil-là. J'ai dû acheter un micro. J'ai dû acheter un petit micro de 20 €. Même pas, peut-être, ouais, un petit micro. Et une lumière, les grosses softbox là. Les anciennes softbox qu'on vend à, je crois, 20 €. J'ai acheté mes 2 softbox et c'était parti. Donc, pour le matériel, au moment où je me suis lancé, je n'ai pas dépensé grand-chose. Parce que j'avais déjà un appareil photo qui, à l'époque, on l'avait acheté à 600 €. Je me rappelle encore. En promo. Et après, donc, je me suis lancé comme ça avec ce matériel-là. J'ai tourné tout seul pendant un certain temps. Et il faut que je rende hommage ici à la communauté parce qu'elle m'a toujours soutenu. Je suis chez moi, peut-être un an et demi après que je me sois lancé. Et je reçois un mail d'un jeune homme, Christian, je lui dirai éternellement merci, qui est en Italie. Coucou Christian. Et il me dit, Philippe, franchement, bravo pour le travail que tu fais. Je vois qu'au niveau du montage, c'est toi-même qui montes tes vidéos, n'est-ce pas? Je lui dis ouais. Il me dit voilà, parce que c'est très basique. Je vais monter tes vidéos gratuitement pour t'encourager, pour te motiver, te donner de la force. Je précise qu'à ce stade-là, je ne monétise pas encore. Et attends, c'est toi qui avais vu son mail ou bien c'est une personne de ton équipe? C'est moi, parce que des fois... à l'époque, l'équipe, c'était moi. Ok, tu faisais tout seul. Ouais, Toute l'équipe, oui. c'était moi. C'est moi qui répondais aux mails, c'est moi qui faisais les formations, c'est moi qui tournais les vidéos, qui montais. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai tourné. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le son, que la caméra n'avait pas bien enregistré parce qu'il n'y a personne derrière les caméras. Oui. Tu appuies, tu viens, tu te places et tu commences à parler. Après, tu te rends compte que, ah, mais j'ai oublié tel truc. Tu recommences. Donc, ça a été des périodes d'apprentissage assez difficiles. Mais je tiens à préciser aussi, c'est important que ma croissance sur YouTube n'est pas le fait du hasard. Moi, je me suis formé avant d'entrer sur YouTube. Parce que j'ai fait une première chaîne en 2012 qui est encore sur Internet, qui s'appelle Manger, Bouger, Maigrir, qui a été un flop total. Et de cet échec, je me suis dit, je ne repartirai pas sur YouTube sans vraiment comprendre comment marche ce truc. Les gens ont l'impression qu'il faut juste créer une vidéo et la poster, mais ce n'est pas si simple que ça. Et cette formation m'a tellement ouvert les yeux en termes de comment ça marche, comment démarrer. Parlais de quoi? Parce que des fois, les gens, en fait, font des formations ou bien prennent des formations et ensuite, les formations, des fois, ne les aident pas. Mais si cette formation t'a aidé à bien redémarrer YouTube et à être précis dans ce que tu fais, ça veut dire que le contenu était quand même de qualité. Très bon. Ça parlait de quoi? C'est une formation qui t'expliquait d'abord que YouTube, c'est un média. Et qu'il faut, quand tu viens créer une chaîne sur YouTube, te considérer comme un vrai média. Et en tant que vrai média, voilà les implications. Les implications en termes de fréquence de publication, les implications en termes de respect de timing, les implications en termes de générique,
les implications en termes d'outro, sortie d'émission, les implications en termes de qualité de contenu, les implications entre style de contenu. Parce que, en fait, c'est pour ça que ma chaîne s'est appelée Investir au pays et pas Philippe Simon. En réalité, ta chaîne porte ton nom, Marthe Karine. En réalité, ce sont deux stratégies différentes. C'est sûr, oui. Et il y a la stratégie de la thématique. C'est-à-dire que je veux parler d'une thématique. Et il y a la stratégie de je veux qu'on suive mes aventures. Et quand on suit Marthe Karine, en réalité, on suit Marthe Karine globalement. On peut suivre Marthe Karine comme épouse, comme femme dans la foi, comme entrepreneur, comme businesswoman, comme sœur. Et tout ça entre dans ta chaîne. Et c'est pour ça que je ne peux pas mettre n'importe quoi sur ma chaîne. Je ne peux pas toucher certains aspects. En tout cas, on pourra revenir dessus parce que effectivement, ta chaîne aujourd'hui, c'est un média qui a éclairé plusieurs catégories de personnes. Tout à fait. Et tu te permets de parler de certains sujets que tout le monde n'aborderait pas sur YouTube. C'est sûr qu'il y a des sujets dont tu en parles. Comment je ne parlerais pas de ça? Oui, tout à fait. Tu vois, donc reviens sur la formation parce que je sais que ça va nous éclairer. Continue. Et donc, la formation m'explique donc comment structurer une chaîne, comment créer un contenu et comment créer un bon contenu. C'est là que j'apprends que quand tu veux venir parler devant les gens, il faut suivre une chronologie. On ne parle pas juste pour parler. Si tu veux que ce que tu dises ait du sens, voilà la logique. Il me propose plusieurs schémas qui font que quand tu vas aborder un sujet, il m'explique par exemple que sur YouTube, et ça c'est une information très importante, les 8 premières secondes sont les plus importantes pour retenir l'attention des gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un regarde ta vidéo, il décide de cliquer sur 2 éléments, le titre et la miniature. Donc, il prend le temps de nous expliquer comment on fait les bons titres, comment on fait les bonnes miniatures. L'importance des chiffres, par exemple, dans un titre. 10 idées de, 8 idées de. Les chiffres, ça retient l'attention. Ils expliquent, par exemple, là-dedans, l'importance des titres contre-intuitifs. Ça, ce sont les meilleurs titres. Par exemple, comment perdre du poids sans faire de sport. C'est contre-intuitif. Parce que quand quelqu'un pense à perdre du poids, il pense à faire du sport. Ou alors, comment perdre du poids sans faire de régime. Ils expliquent que les vidéos dans lesquelles tu vas mettre ce genre de contraste vont être très intéressantes. Et d'ailleurs, ma deuxième vidéo sur ma chaîne avait très bien marché. Sur YouTube, sur Facebook, elle a fait des... sur YouTube, je crois qu'elle a fait peut-être 300 000 vues. Ma deuxième vidéo, hein. La première vidéo, c'était 6 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique. Tu vois que j'avais déjà bien appris. J'avais ma leçon 6 bonnes raisons d'entreprendre en Afrique. Mais ma deuxième vidéo, le thème, c'était arrêtez de construire vos maisons en Afrique. Un titre totalement contre-intuitif pour un gars qui dit qu'il veut inviter les gens à entreprendre en Afrique. Et qui dit qu'il ne faut pas construire en Afrique. Et bien, quand on suit la vidéo, on se rend compte que je ne suis pas contre l'investissement. J'explique par contre que quand tu construis en Afrique en étant à distance, tu as beaucoup de risques de te faire arnaquer. Donc, si tu peux, achète plutôt une maison. Mais mon titre est vrai, parce que je dis de ne pas construire. Par contre, je propose d'acheter une maison. Et donc, une série, une panoplie de stratégies là-dedans. Il t'explique par exemple quand faire des collaborations et quand ne pas faire de collaborations. Dis-nous. Quand faire des collaborations et quand ne pas... dans la formation? Je sais qu'on n'est pas dans la formation, mais je veux que les gens sortent d'ici en sachant comment faire, en fait. Parce que on s'inspire des meilleurs et on est d'accord qu'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube dans la communauté francophone, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup, en fait. Sans scandale, sans buzz. Ça, c'est apprécié. Donc, on veut savoir comment tu fais pour y arriver. Dis-nous. En fait, s'il y a des collaborations, moi, je le fais, mais en fait, c'est pas très intéressant. En réalité, il explique dans la formation que les collaborations, c'est un très bon moyen de faire des échanges de communauté. Par exemple, cette vidéo qu'on est en train de faire va permettre à une partie de ta communauté, même si elle n'est pas très importante, de me découvrir. Et on fera un podcast ensemble qui va te découvrir aussi dans ma communauté. Et le fait de savoir que tu as un média et que j'ai un média, les gens vont se dire, ah mais franchement, Marthe Karine, le gars qu'elle nous a ramené là, il est bien, on va aller suivre ce qu'il fait. Ça va me ramener des abonnés. Et vice-versa, quand on va faire l'émission, les gens vont te découvrir, vont dire, ah mais franchement, la fille là, ce qu'elle dit là est intéressant, on va la découvrir. Donc les collaborations permettent de faire des échanges de mais pourquoi c'est pas intéressant de les faire à certains moments? En fonction des tailles. David et Goliath. Il n'y a que dans la lutte qu'ils peuvent se battre. Mais en collaboration, quelqu'un qui a 1000 abonnés, pour quelqu'un qui a 1 million d'abonnés, il n'y a pas d'intérêt de faire une collaboration. Il n'y a pas d'intérêt. Mais tu sais que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ça. Parce qu'il y en a qui vont se dire, on recherche aussi la valeur. Oui. Si la personne qui a 1000 abonnés peut apporter une valeur, pourquoi pas? Non, mais moi j'interviewe des gens qui n'ont même pas de communauté. Oui. Mais je considère que ce n'est pas un échange de découverte. Voilà, quand par exemple j'invite quelqu'un, par exemple quand je t'invite sur mon média, mon premier objectif n'est pas je veux faire un échange de communauté. Parce que j'estime que
j'ai une très grande communauté et qui continue de croître. Donc, je ne suis pas à un stade où je vais inviter quelqu'un pour faire un échange de communauté. Franchement, de nos jours, sans prétention Donc, aucune. tu n'es plus à ce niveau. Voilà. Mais c'est pour dire que, justement, moi, quand j'invite les gens, c'est pas pour ça. Par contre, quand les gens m'invitent, je sais que ça va jouer sur la balance. C'est sûr. Oui, on avoue. Hein. Donc, ça vous dit donc, maintenant, donc, quand moi, je suis dans la peau de celui qui demande les collaborations, parce que c'est ce qui est expliqué dans la vidéo, il explique que tu as plus de chances d'obtenir des collaborations de personnes qui ne sont pas très loin de toi. Tu as 10 000 abonnés. Si tu demandes à quelqu'un qui a 15 000, 20 000, il peut prendre. Tu vas avec quelqu'un qui a 100 000, il peut refuser. Mais s'il refuse, ne le prends pas mal. C'est juste que vous êtes dans un déphasage qui est très important. Et il n'y voit pas vraiment son intérêt. Parce que lui, il part du principe que justement, tu dois pouvoir contacter des gens de tout horizon dont la thématique est proche de la tienne. Donc, par exemple, moi qui fais dans le business, je peux inviter quelqu'un qui fait dans la gestion des finances. Tu vois, je peux inviter quelqu'un qui fait dans l'agriculture seulement, dans l'immobilier seulement. Ce sont des niches, mais je peux les inviter. Mais toi, quand est-ce que tu as commencé à faire des collaborations? La vérité, c'est que, tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand moi j'ai lancé ma chaîne, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, encore en plus, toi, tu as lancé encore un peu avant moi, donc tu dois certainement le comprendre. Il n'y avait pas beaucoup de choix de personnes avec qui collaborer, d'autant plus que ma thématique était quand même très orientée. Ça s'appelait Investir au pays. Donc, je voulais mettre en avant des personnes qui faisaient du business en Afrique. Donc, au début, j'ai invité des entrepreneurs, simplement. Pas parce qu'ils avaient une communauté, mais à cause de leur message. Aussi simple que ça. Et donc, ma communauté a connu de la croissance parce que j'invitais de bons profils d'entrepreneurs. Mais ce n'était pas dans l'échange de communauté. J'ai rarement fait des vidéos dans cet esprit-là, très rarement. Bon, j'ai envie de te poser une question par rapport aux collaborations. Quels sont les 3 secrets que tu donnerais à une personne qui veut collaborer avec d'autres personnes pour que ces gens-là acceptent l'invitation? Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, tu envoies des mails, on ne te répond pas. Des fois, la personne ne trouve pas d'intérêt. Qu'est-ce que tu dis à cette personne pour qu'elle accepte? La première chose, c'est qu'il faut que tu lui dises quel est son intérêt à collaborer avec toi. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on est très égocentré. Je veux collaborer avec Mahat-Karine parce que Mahat-Karine va m'apporter de la visibilité. Et je viens voir Mahat-Karine. Comme je suis dans l'optique de Mahat-Karine va m'apporter de la visibilité, qu'est-ce que je fais? Je supplie Mahat-Karine. Parce que pour moi, ce n'est qu'un one-way. Il n'y a que Mahat-Karine qui peut m'apporter quelque chose. Or, ce n'est pas vrai. Il faut trouver les raisons pour lesquelles ça peut être intéressant pour Mahat-Karine de venir chez moi. Par exemple, je peux dire à Mahat-Karine que, écoute, tu as une formation que tu fais. Mon audience est, par exemple, française. Toi, la tienne est canadienne. En venant sur ma chaîne, tu peux vendre ta formation. Et en plus, je ne te prends même pas de commission. Ah, là, du coup, tu te dis, bon, même si c'est une petite chaîne, c'est quand même du business. Oui. Même si je vends 10 formations, c'est déjà mieux que 0. Donc, tu lui montres son intérêt à collaborer avec toi. Deuxièmement, ça va peut-être choquer, mais il faut être prêt à payer. Il faut être prêt à payer. Si tu penses vraiment que t'afficher avec cette personne va te permettre d'avoir une vraie crédibilité dans le secteur, par exemple, si tu fais, je ne sais pas moi, de la boxe et que tu peux avoir une interview de Mike Tyson, pourquoi pas? Moi, par exemple, il y a des interviews que j'ai payées indirectement. C'est-à-dire que, prenons le cas de figure de quelqu'un comme Thione Niang. J'ai eu Thione Niang sur ma chaîne, mais avant d'avoir Thione Niang, j'ai payé un coaching avec Thione Niang. Pas parce que je voulais qu'il me coach en business. Parce que tu voulais le Je voulais l'avoir en tête à tête. lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas hésiter quand c'est nécessaire. Des fois, Philippe, il y a des gens qui ne te donnent même pas l'opportunité de le faire. Et tu te demandes sur quels critères tu fixes un prix. Si c'est quelqu'un qui est sur Internet, alors obligatoirement, il apparaît à des événements. La plupart des créateurs de contenu, regarde même autour de toi, vont obligatoirement au moins à un événement. Parce que quand tu commences à avoir de la notoriété, qu'est-ce qui se passe? Les gens t'invitent à venir parler. Tu es en Côte d'Ivoire pour un événement. Quand tu commences à avoir une certaine notoriété, les gens voient en toi un canal pour transmettre leur message. Donc, si on fait une conférence pour l'entrepreneuriat aux femmes, on t'invite. Eh bien, moi, je paye ma place à cette conférence. Parce que je sais qu'à cette conférence, Mahat-Karine sera là. Donc, et pendant que Mahat-Karine sera là, s'il y a même la possibilité d'avoir un coaching particulier avec Mahat-Karine, je paye aussi le coaching. Parce que je sais que quand je vais avoir Mahat-Karine en face de moi et que je vais lui dire tout ce que j'ai fait pour pouvoir me retrouver face à elle, elle va m'accorder de l'attention. Merci beaucoup. On va continuer. Alors, tu nous parlais de Christian tout à l'heure qui a commencé à travailler avec toi bénévolement. Bénévolement. Et est-ce que c'est lui qui a conçu ton beau générique que tu as encore jusqu'à aujourd'hui? Alors,
Raconte-nous l'histoire de ce générique parce que je pense que il est très bien pensé. Il résonne encore dans ma tête en ce moment. Tout à fait. L'histoire de ce générique est incroyable, Marc-Karine. Incroyable. La chaîne vient d'être créée. Je ne sais pas si on a eu 1000 abonnés. Je reçois un mail d'un jeune homme haïtien qui vit aux États-Unis et qui me dit, moi je suis graphiste, je crée des génériques et je veux t'encourager. Le travail que tu fais est exceptionnel. On a besoin que ta communauté croisse. Et moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est t'offrir un générique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui dis franchement, of course, je suis intéressé. Qu'est-ce que tu veux? On fait 4-5 séances. Il m'explique, je lui explique ce que je veux dans le générique et tout. Il travaille le générique. Il me l'envoie d'abord un long générique de peut-être 8 secondes. Je lui dis non, ça doit être... Parce que dans la formation, ils ont dit que le générique ne doit pas durer plus de 6 secondes. Très important. Il ne faut pas mettre les longs génériques. Ton générique est long comme si tu voulais raconter toute ta vie dedans. Court générique. Maximum 6 secondes. Je lui dis dans 6 secondes, il retrécit le générique jusqu'à 6 secondes et il le réaménage tel qu'on l'a aujourd'hui. Et il m'envoie tous les fichiers gratuitement. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Gratuitement. Alors, autre question, tes visuels. Oui. Tes visuels là sont, je pense, sont exceptionnels. Ouais. Comment tu parviens à faire ce genre de visuel? Bon, là, c'est beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il faut le dire, on a rentré beaucoup d'argent entre-temps et on a beaucoup réinvesti. J'aime souvent le dire, moi, le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos, c'est un matériel de très bonne qualité. Okay. Tu as investi sur énormément. le matériel. Chacun de nos boîtiers, le boîtier que j'utilise, quand tu prends le boîtier seul, il coûte, je crois, 4 500 €. Les objectifs qu'on utilise coûtent 2 000 €. Donc, un seul boîtier objectif coûte 6 500 €. Et on en a comme ça une dizaine. Parce que j'ai du matériel à Paris, j'ai du matériel à Abidjan, j'ai du matériel au Cameroun. Donc, quand je viens dans un pays, je ne ramène pas le matériel avec moi. J'ai déjà du matériel et des caméras sur place. Donc, on a beaucoup investi et on a investi sur la qualité des lumières aussi. Parce qu'on s'est dit justement, plus tu vas grandir, plus les gens vont être exigeants sur le rendu. C'est ça. On va tolérer au début, c'est normal, il démarre, ainsi de suite. Mais plus tu vas grandir, et même pour l'image que tu veux donner de la communauté, ce serait bien que tu aies un contenu avec l'image qui est la plus raffinée possible. Donc, on a investi dans les caméras et dans les lumières, surtout, pour avoir le rendu que les gens voient aujourd'hui. Ok, super. Alors, parle-nous. Alors, on a investi aussi dans les équipes de montage. Parce que justement, c'était ça ma prochaine question. Les équipes, parce que je comprends que tu ne fais pas ceci seul. Il faut des équipes qui comprennent ta vision. Tout à fait. Et qui sont disponibles. Comment tu fais? Alors, déjà, je tiens à le préciser. Christian a travaillé avec moi pendant, je pense, 1 an, gratuitement. Et ensuite, quand il a fallu que je sois en capacité de rémunérer un monteur, on a commencé un contrat de rémunération. Donc, et ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui sont très short-term vision. Ils voient juste pas au-dessus du bout de leur nez. Christian, on a travaillé ensemble et comme la chaîne a commencé à grandir, je suis devenu sa carte de visite. Parce que quand il dit, c'est moi qui monte les vidéos de Philippe Simon. Oui, naturellement. Donc, fondamentalement. Mais de l'autre côté aussi, je pense que tu as été aussi comme intègre avec lui parce qu'il y a des gens qui réussissent et oublient ceux qui ont été avec eux au départ, tu vois, qui se disent, bon, je vais aller chercher mieux et tout ça. Donc, ça, c'est un bon point. Et comment est-ce que tu réussis à transférer ta vision à tes équipes? Parce que des fois, les gens viennent et ils ne comprennent juste pas ce que tu veux. J'essaye d'être très exigeant au recrutement. Les filtres pour recruter. Moi, j'attends des gens qu'ils soient intelligents et volontaires. Parce que si quelqu'un est intelligent et volontaire, même si techniquement, il n'est pas très bon, il va apprendre. Parce que justement, quand dans ton équipe, tu as un gars qui techniquement est très bon, il va monter le niveau des autres. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 10 personnes techniquement très fortes. Au moins un très fort. Et les autres, il faut qu'ils soient intelligents pour vite capter et volontaires pour travailler. Et donc, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'avoir un pilier technique dans chaque domaine d'activité. Au niveau du graphisme, avoir un très bon graphiste qui va répandre la vision aux autres. Au niveau du montage vidéo, avoir un très bon monteur vidéo. Mais j'avoue que notre stratégie de recrutement, on veut quand même que chaque fois qu'on recrute un monteur, on essaye de prendre des gens qui sont tout de suite rapidement autonomes. Parce qu'on part du principe que le montage vidéo comme le graphisme, ce sont des disciplines artistiques. Et donc, je préfère prendre quelqu'un qui va venir et pas être la copie-collée de ceux qui sont déjà là, mais qui va apporter sa touche. Et avec sa touche, il va permettre que l'équipe évolue. Et donc, pour terminer avec Christian, c'est très important. Aujourd'hui, je ne collabore plus avec Christian. Mais l'une des raisons simples, c'est parce qu'il est loin. C'est-à-dire qu'au début, ça nous dépannait bien, il était en Italie, ainsi de suite.
Mais avec le temps, il m'a fallu avoir quelqu'un qui peut se placer devant moi, poser la caméra, parce que c'est pas la même chose que de, voilà. Et donc, et sinon, on n'a aucun problème. Il vient tous les ans à Back to Africa. Et il sera là cette année aussi, quoi. En tout cas, on parlera de Back to Africa plus tard. Maintenant, je veux qu'on parle du business OK. en lui-même. Aujourd'hui, tu es un serial entrepreneur, tu investis dans l'immobilier, tu investis dans l'automobile aussi, tu investis dans l'immobilier en Afrique comme à l'étranger. Et je voudrais savoir pourquoi cette diversification. Et en plus, tu as commencé avec la diversification. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui disent il est préférable de se concentrer sur un domaine, de faire ses preuves sur ce domaine avant de penser à la diversification. Mais toi, quand on suit ton histoire, tu as diversifié dès le départ. Assez rapidement. Pour une raison simple. Donc, tu connais le Cameroun. Tu connais quel entrepreneur au Cameroun qui ne fait qu'un business? C'est vrai, les Camerounais sont un peu partout. Et pour une raison simple, c'est qu'on est dans des marchés très volatiles. Aujourd'hui, tu fais l'élevage de poulets, ça marche. 6 mois après, tu as une grippe aviaire qui tue tous les poulets du Cameroun. Tout ton investissement est complètement à plat. Si tu ne fais pas autre chose, tu fais quoi? Tu commences à pleurer. Donc, très tôt au Cameroun, tu apprends que quand tu fais du business, il faut commencer à essayer de toucher des choses un peu différentes. En mettant quand même ton énergie plus dans une chose, mais en tâtant le terrain ailleurs. Tout bon entrepreneur veut faire de l'immobilier, tôt ou tard. Parce que l'immobilier a beaucoup de rôles pour un entrepreneur. L'un des rôles, c'est que c'est un levier de financement. Quand tu as de l'immobilier, tu peux lever beaucoup plus facilement de la dette. Parce que tu as un support sur lequel les gens peuvent venir se greffer pour te demander des garanties. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, par exemple, je vais dans l'immobilier parce que je veux me servir de l'immobilier. Moi, j'ai toujours, depuis le début, eu un objectif très clair dans ma tête, c'est être industriel. Je suis ingénieur industriel à la base. Mais lancer une industrie, c'est une bonne industrie, hein, c'est plusieurs milliards. Et je n'avais pas les plusieurs milliards au début. Donc, je suis parti du principe que je vais faire plein de choses qui vont me capaciter techniquement, mais aussi financièrement, à être prêt à aller vers l'industrie. Donc, l'industrie a toujours été en arrière-plan dans ma tête. Et les autres choses que j'ai faites, c'était dans ce sens-là, m'amener vers l'industrie. Que ce soit l'élevage de poulets, l'élevage de porcs, l'immobilier et tout le reste, ça avait pour but de me capaciter à pouvoir aller vers l'industrie plus tard. OK. Je me rappelle qu'après la COVID, tu as ouvert un restaurant au Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le restaurant a fonctionné très bien jusqu'à il y a quelques semaines. Okay. On vient d'être détruit, malheureusement. Je n'en ai même pas parlé. J'avais parlé ça rapidement dans une émission. Parce que ça me... En fait, ce restaurant-là, c'était même pas tant pour le business que ça me parlait. Ça avait une valeur émotionnelle. C'est ma mère qui avait, ma feu mère qui avait lancé ce restaurant-là. Et c'était plus en hommage à elle que j'ai tenu à garder cet espace. Mais en fait, c'était un espace qu'on louait. Ça ne nous appartenait pas. Et il se trouve qu'au décès du chef, il y a eu, comme d'habitude, des héritiers qui ne s'entendaient pas sur la répartition du terrain familial. Et ceux qui nous louaient l'espace, malheureusement, ont perdu le procès. Et donc, la partie qui a gagné le procès a fait intervenir des engins qui ont détruit tout le monde, complètement, y compris nous, parce qu'ils avaient eu la victoire au niveau du tribunal. Oui. Mais je sais aussi que c'est un business qui t'a appris beaucoup de choses. J'ai suivi une fois dans une émission, tu as dit le restaurant, c'est un business très ingrat. Oui, très. Pourquoi? Parce que dans la restauration, tu peux être bon tous les jours. Si un jour tu n'es pas bon, les gens partent. Tu vois? Si les gens mangent bien, tous les jours, et un jour ils viennent, c'est trop salé, il y a des chances que tu ne les revois pas. Parce que tu n'as pas été bon un jour. Ils vont oublier toutes les fois où tu as été bon, toutes les fois où tu leur as fait un bonus, toutes les fois où tu leur as donné plus de nourriture, toutes les fois où tu leur as donné une boisson offerte, ils oublieront tout le jour où ils vont trouver que ce que tu leur as servi n'était pas à leur goût. Mais comment est-ce que toi, tu gérais cela à distance? On s'entend, tu n'es pas au Cameroun tout le temps, mais comment est-ce que tu assurais un service à la clientèle? Parce que le cœur de ce business-là, c'est la qualité des repas, mais c'est aussi le service à la clientèle. Comment est-ce que tu gérais? Et on a beaucoup souffert de ça. Oui. Parce que, et ça, je m'en suis rendu compte, j'ai un niveau d'exigence très élevé par rapport aux gens en général en Afrique. C'est pas qu'au Cameroun. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, j'ai le même problème. J'ai un niveau d'exigence très élevé.
vraiment, très élevé. Et je me suis rendu compte que ça marche mieux quand je suis là. Parce que du coup, tu peux inculquer ça. Mais même ici en Côte d'Ivoire, quand je m'absente, là, j'étais au Sénégal 3 semaines. Quand je m'absente 3 semaines et que je reviens, il y a des trucs qui bougent. Tu sens que il faut tout de suite remettre la discipline, il faut tout de suite remettre les règles, il faut tout de suite réappliquer les process. Une entreprise se gère par des process. Le problème, c'est que les gens ne respectent pas les process. Ils n'aiment pas les process, carrément. Et donc, à partir de là, si tu dis aux gens, chaque fois qu'un client s'est levé, tu dois venir nettoyer sa table avant que le prochain ne vienne, et que le gars se dit, bon, celui-là, il n'avait pris qu'un jus, donc je n'ai pas à nettoyer. Le problème, c'est que le jus, il a laisse des traces. a laissé des traces qui elles-mêmes peuvent attirer après des insectes et tout le reste. Mais dans sa tête, non, c'était rien du tout. Il n'a pas respecté le process. Et donc, c'est ce genre de problème-là. Tu dis au gars, on doit ouvrir à 8 heures. Les premiers clients arrivent à midi. Il faut qu'à 11h30, on soit prêt parce qu'on commence à recevoir des commandes. Le gars arrive à 9h. Conséquence, il n'est pas prêt à midi. Les clients viennent. Oh, est-ce qu'on peut manger? Non, ce n'est pas prêt, il s'en va. C'est ça. Et comme il s'en va, là, tu n'es pas sûr qu'il revient. Autre question par rapport au restaurant. Comment tu gères la trésorerie? En Occident, les gens vont payer avec la carte bancaire. On peut tracer. Mais en Afrique, c'est du cash. Est-ce que tu avais souvent des vols, des pertes? Bien sûr. Bien sûr. Les entrepreneurs souffrent en silence. Je vois que je suis l'un des rares entrepreneurs qui parlent. Mais les entrepreneurs, c'est un peu comme quand tu as un enfant, on le fesse et on lui dit, ne pleure pas. C'est-à-dire, il a la douleur, mais il ne peut pas pleurer. C'est ce que les entrepreneurs vivent. C'est-à-dire, on les vole au quotidien, mais ils ne parlent pas. Et du coup, quand moi je parle, on a l'impression que je suis une exception. On vole tous les entrepreneurs. Je dis bien, même Dangote, on vole. Oui, même si tu as les personnes les plus honnêtes, On vole. il y aura à un moment donné des pertes. En Disons ça comme ça. Ben, en fait, ce que j'essaie de faire simplement, c'est de limiter les pertes. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on fait maintenant au Cameroun, on encourage beaucoup les gens à payer par mobile money. Et pour avoir la traçabilité. Et maintenant, on établit quand même quelques éléments qui nous permettent de comptabiliser. Par exemple, on a établi un système qui fait que quand quelqu'un vient passer une commande, on lui donne un bon qui itère dans le système qu'on a eu un client. Quand il va passer sa commande, parce que c'était une sorte de fast-food, on lui donne un ticket. Il va maintenant au niveau du fast-food, il laisse son ticket là-bas. On lui donne un plat. Donc, on a 2 postes en fin de journée qui doivent correspondre. Entre ce qui est à la caisse et ce qui est à la cuisine, il faut qu'on ait une adéquation entre les deux, sur le nombre au minimum de plats. Et derrière, bien évidemment, on a une comptabilité quotidienne qui fait que c'est quand tu laisses beaucoup de marge aux gens qu'ils volent beaucoup. Quand tu suis quotidiennement, c'est plus compliqué. Moi, je ne suis pas là quotidiennement, mais le process veut que tous les jours, dans tous mes business, j'ai des remontées de chiffres. Donc, au Cameroun, on m'envoie les chiffres de la restauration, les chiffres de l'immobilier, les chiffres de la plantation. En Côte d'Ivoire, on m'envoie les chiffres des VTC. On m'envoie tous les soirs. Je vais bientôt le recevoir. Je reçois un tableau qui me dit telle activité, voici ce qui est rentré, voilà ce qui est sorti. Et avant que ça ne sorte, on a un process de validation qui arrive jusqu'à moi. Je dois valider les sorties d'argent. Et donc, tout ça, c'est le fruit d'expérience. Hein, et d'années d'expérience qui font qu'aujourd'hui, c'est un peu plus... Je comprends ce langage-là. Alors, je veux qu'on parle de l'immobilier. Oui. Aujourd'hui, tu fais de la promotion immobilière à Abidjan. Oui. Comment tu fais pour entrer dans ce secteur, sachant que tu n'es pas ivoirien? Tout à fait. Quand même. Et je sais que ça joue quand même. Explique-nous. Alors, la Côte d'Ivoire, peut-être un peu comme le Cameroun d'ailleurs, c'est pas des pays là où on regarde ton origine. Okay. Ça, c'est l'une des choses. Je pense que quand on vit en Côte d'Ivoire, c'est l'une des raisons, je pense, pour lesquelles les Camerounais s'attachent facilement aux Ivoiriens et les Ivoiriens s'attachent facilement aux Camerounais. C'est vrai que c'est des pays dans lesquels la notion d'étranger n'existe pas beaucoup. Et quand moi je suis venu en Côte d'Ivoire, on m'a jamais fait savoir que j'étais étranger. Et moi, je me sens chez moi partout. Par contre, tu as ressenti l'effet contraire dans d'autres pays, d'après ce que j'ai suivi dans certaines interviews. Oui. Peut-être pas nécessairement un refus, mais comme la langue qui vous séparait. Oui, au Sénégal. Voilà. Par exemple, quand je voulais rentrer en Afrique avec ma famille, on a hésité entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On a commencé par la Côte d'Ivoire au détriment du Sénégal à cause du Wolof. Parce que le Wolof, qui est une langue parlée partout au Sénégal, est un frein à l'intégration. Et moi, je n'ai pas envie d'être dans une boîte dans laquelle, quand mes collègues parlent, je n'entends pas ce qu'ils disent. Or, ici, naturellement, tout le monde parle le français. Tout comme au Cameroun, tout le monde parle le français. Au Sénégal, tout le monde parle le Wolof. Et c'est une bonne chose.
Mais dans le domaine du business, pour quelqu'un qui n'est pas sénégalais, c'est un frein. Parce que ça veut dire que tu as des collaborateurs qui parlent une langue que tu ne comprends pas. Ou alors, ils vont devoir s'efforcer de parler français parce que tu es là et donc ils ne seront pas à l'aise. Donc, la langue a été pour moi un frein. Le fait que ce soit le français ici pour tout le monde est un plus. Et le fait que ce soit une économie dynamique aussi. La promotion immobilière, c'est quelque chose auquel les Ivoiriens sont déjà habitués. Et moi, je ne me suis pas lancé dans la promotion immobilière de moi-même. Je suis un génie, je viens, je commence. Pas du tout. De mes apprenants ici fait déjà de la promotion immobilière. René Kessé. C'est lui qui m'a pris la main et qui m'a dit, voilà comment ça marche. Voilà comment on fait pour acheter des terrains. Voilà comment on fait pour trouver les bons architectes. Voilà comment on fait pour avoir des plans. Voilà comment on fait pour bien construire. Il m'a accompagné de A à Z dans mes premières opérations. OK. Alors, une fois dans une vidéo, j'ai suivi que tes meilleurs clients, ce sont les personnes qui sont en Côte d'Ivoire et non ceux qui sont à l'étranger, dans la diaspora. Oui. Pourtant, on penserait que c'est plutôt eux qui ont le pouvoir d'achat et qui peuvent faire ce genre de dépenses-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? On se trompe là-dessus. Et je sors du Sénégal, là où j'ai interviewé plusieurs autres entrepreneurs qui font de la promotion immobilière, et ils m'ont tous dit la même chose. 99% de nos clients sont des gens du Sénégal ou de la sous-région. On a peut-être un pouvoir d'achat plus conséquent dans la diaspora, mais il ne faut pas l'oublier. Les sociétés françaises, notamment européennes, sont des sociétés de consommation, certes, mais sont des sociétés dans lesquelles on n'épargne pas beaucoup. Contrairement aux sociétés nord-américaines. Les gens qui sont de la diaspora américaine, nord-américaine, vont beaucoup plus facilement être coutumiers d'avoir 50 000 $, 100 000 $, alors que 50 000 €, non. Que quelqu'un ait 50 000 € dans son compte en France, c'est compliqué. Et 50 000 €, ça fait 32 millions. Or, ici, dans nos pays, tous les gens qui font du business, les commerçants, il a 200 millions. Tu le vois là, il n'a l'air de rien, mais il a 200 millions dans son compte qui sont là. Et donc, moi, j'ai vu ça de manière pratique. Mes clients aujourd'hui, sur toutes les personnes qui ont acheté des maisons chez moi, on a une personne de la diaspora. Le reste, ce sont des gens qui vivent en Côte d'Ivoire ou même des gens qui viennent de pays à côté. Togo, Bénin, Guinée, qui viennent ici, ils prennent une maison comme un investissement pour eux. OK. Alors, quels ont été les challenges que tu as rencontrés dans ce secteur? Oh, les challenges, ça a été déjà ça, la commercialisation, parce que je me suis trompé de focus dans la vente. Quand tu penses que ceux qui vont acheter, ce sont les gens là, tu mets ton énergie ici et tu ne regardes pas les autres. Et du coup, tu es frustré par les résultats. Et donc, tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Et quand tu te retournes et tu te rends compte qu'en fait, pendant que je suis en train de parler à ceux-ci, il y a des gens qui me disent « Oh, viens, viens, on veut. » Tu dis « Mais qui parle là ?» Et donc, maintenant, tu dois refaire complètement un focus. C'est pour ça que vous allez remarquer que sur ma chaîne, par exemple, je ne parle quasiment plus des maisons. Parce que maintenant, on a trouvé des moyens sur place de commercialiser nos maisons. Très bien. Donc, là, Donc, il faut savoir bien, pour la leçon business derrière, c'est si tu n'identifies pas, et ça, c'est l'un des problèmes que beaucoup d'entrepreneurs ont, ils essayent de vendre leurs produits aux mauvais clients. Il faut bien identifier qui est ton client et tu vas vendre. Et quand parfois ton business ne marche pas, bien souvent, c'est parce que tu essayes de le vendre aux mauvaises personnes. Ce n'est pas le business qui a un problème toujours, c'est parfois les cibles. Voilà, j'aimerais qu'on parle de l'élevage et de l'agriculture. Je sais que à un moment donné sur ta chaîne, tu as beaucoup parlé de ça, tu as présenté tes terres, tu as présenté tes résultats, mais je sais aussi que j'ai suivi beaucoup de personnes qui ont essayé ces activités et ça s'est pas bien passé. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça échoue lorsqu'on se lance dans l'agriculture ou l'élevage? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est très complexe l'agriculture. Contrairement à ce qu'on pense, c'est très complexe. On a l'impression qu'il faut juste mettre en terre, recouvrir et partir. Non. L'agriculture hors sol, non, l'agriculture en champ est très compliquée parce que même quand tu as fini de semer, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais la plante, parce qu'elle est vivante, attire à elle. Tu vois comme on est là maintenant. Il y a des insectes autour de nous. Nous, on est des êtres humains. Donc, on peut s'en débarrasser et tout. Mais une plante, quand un insecte arrive vers elle, elle ne peut pas se défendre. Donc, les plantes sont permanemment attaquées. Et ce qui fait que dans nos pays tropicaux, faire de l'agriculture en champ est très compliqué. Parce que nos environnements, comment on appelle ça là? Les environnements dans lesquels les plantes évoluent en tout cas,
sont remplis de différentes bactéries et autres. Et ça demande donc un certain nombre de techniques pour pouvoir préserver la plante sans forcément la remplir de produits chimiques qui elles-mêmes coûtent cher. Deuxième chose, l'agriculture, ça coûte cher. Contrairement à ce qu'on pense, suivre une bonne campagne, ça coûte cher. Qu'est-ce qui est cher à ce niveau? Déjà, Le si tu n'as matériel. pas l'expertise technique, il faut que tu recrutes quelqu'un qui l'a. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce sont des charlatans. Ils disent qu'ils ont l'expertise et ils ne l'ont pas, ils mentent. Tu vas le découvrir à tes propres frais, parce qu'il ne va pas te donner le résultat. Donc, trouver un bon agriculteur qui est bien technique, c'est très rare. Parce que la plupart de nos agriculteurs ont été formés où? Ils n'ont pas été formés dans des exploitations de 1000, 2000 hectares. Ils forment ces petits trucs de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés. Il sort de là, il dit qu'il est agriculteur, il a des grands diplômes. Et tu remarqueras que la plupart des agriculteurs formés dans nos pays sont très bons pour écrire les business plans. Eux, c'est leur spécialité. Écrire des business plans agricoles pour t'aider à avoir des financements. Ils sont champions là-dedans. Mais prends-le, jette-le dans un champ. Dis-lui, fais-moi 100 hectares de manioc. Il n'y aura plus personne. Parce qu'ils n'ont pas eu des expériences qui les ont formés à ça. Donc, le premier problème, c'est les ressources techniques. L'agriculture et l'élevage sont des métiers techniques. Je suis allé au Brésil, j'ai été choqué, j'ai même monté des vidéos, de voir que, moi ça m'a traumatisé, des gens qui ont des fermes comme moi au Cameroun, là où moi, par an, je produis 150 porcs, eux, ils parviennent à produire plus de 2000 porcs. On ne peut pas faire la compétition. Qu'est-ce que je raconte? C'est quoi que c'était 2000 porcs par bâtiment? C'était même pas, c'était 2000 porcs par bâtiment. Et je crois qu'il y avait 6 bâtiments dans la ferme. Il y avait 12 000 porcs. Une capacité que je peux avoir dans ma ferme. Mais, quand tu viens dans cette ferme, tu viens dans la même, tu as l'impression que c'est la même chose. Juste que, eux, même si c'est au Brésil, des fermes comme celle-là, c'est des toutes petites fermes, on ne les comptait même pas. Mais la production d'une toute petite ferme là-bas dépasse les grandes fermes chez nous. Parce que l'agriculture et l'élevage sont des métiers techniques, d'abord. Ils ont trouvé un système pour pouvoir nourrir les animaux. Quand je suis entré dans leur bâtiment, j'ai vu des différences avec mon bâtiment que je n'avais pas. Les endroits où les animaux devaient se laver, les endroits où ils évacuaient les eaux usées, les hauteurs qu'ils mettaient pour les animaux, tout était un peu différent de chez nous. J'ai compris que aucune différence n'est faite au hasard. Tout a été pensé scientifiquement. Et donc, bien évidemment, il y a un volet scientifique derrière. Donc, pour ceux qui veulent faire ces métiers sérieusement, je pense qu'il faudrait qu'ils soient encadrés de personnes techniques qui ont des résultats. Mais deuxièmement, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que de nos jours, avant d'aller sur des grandes superficies, il faut d'abord maîtriser des petites superficies dans des environnements protégés. Et aujourd'hui, par exemple, je vais davantage, moi, m'intéresser à la serre, culture sous serre. Parce que quand tu cultives sous serre, tu cultives dans un environnement protégé. Les animaux, les bêtes, tout ça n'attaque pas tes plantes. Et du coup, tu as des rentabilités impressionnantes sur de petites superficies. Le problème, c'est que la serre a un coût d'investissement, mais les rentabilités sont tellement fortes. Pour faire simple, quelqu'un qui cultive de la tomate en serre et hors serre, celui qui est dans la serre a une rentabilité 4 fois supérieure. Donc, si toi, tu as 1 tonne, lui, il a 4 tonnes sur la même superficie. Donc, ma position a beaucoup évolué là-dessus aujourd'hui et je me projette davantage vers ce genre de projet agricole. Autre chose par rapport à l'élevage et l'agriculture, comment faire pour vendre les produits? Parce que des fois, on a ce problème, on a récolté, mais on n'arrive pas à écouler. Oui, et moi, je suis très... je m'en suis rendu compte. À un moment donné, j'ai complètement arrêté l'élevage de poulets. Parce que nous, on avait cru qu'on avait trouvé la solution. On vendait aux entreprises. C'est-à-dire que tu sors tes poulets, tu vas vendre aux entreprises. Et comme tu vends aux entreprises, tu es supposé avoir de meilleurs... les entreprises achètent un peu plus cher que les particuliers. Mais on était confronté à des problèmes de paiement. 30 jours arrivent, on ne te paye pas. 60, on ne paye pas. 90, on ne paye pas. En fait, tu tues ton business. Et tu dois mettre beaucoup d'énergie pour aller récupérer ton argent. Donc, du coup, on s'est dit, vendre Mais là, tu parles de quel genre? Ce sont des supermarchés? Supermarchés, bien... hôtels, restaurants. On a prospecté les 3. Et je ne tairai les noms, mais les hôtels 5 étoiles, hein, ils ne payent pas. Les grands supermarchés. Le premier à le dire, hein. Il y a plusieurs qui viens vraiment pensant que c'est eux la solution, mais en fait, ils jouent de leur taille. Après, moi, je n'ai pas le temps, parce que moi, avec mon média, j'ai un gros moyen de pression. Il y a une famille milliardaire au Cameroun qui m'a pris du poulet. Ils ne voulaient pas me payer. J'ai fait une vidéo. Dans l'après-midi, ils ont appelé pour vous dire que venez prendre votre argent. Mais je n'ai pas envie que ce soit toute ma vie. À passer mon temps à faire des vidéos pour dire que tel me doit, tel. Enfin, ce n'est pas une manière de faire du business. Et pourtant, eux, quand tu leur donnes ton poulet, ils le vendent, le client paye cash. Donc, ils ont déjà ton argent, mais ils le font tourner. Beaucoup de malhonnêtes dans nos pays. C'est-à-dire que
on tue les petits business. Les gros tuent les petits, dont ils ont pourtant besoin. Donc, ce que moi j'ai compris maintenant, c'est que si tu veux faire de l'élevage ou de l'agriculture, il faut que tu ailles dans la transformation. Parce que quand tu as transformé, déjà tes délais de vie sont beaucoup plus longs. Un fruit qui est sorti, normalement, tu as 1 semaine pour le vendre. Après, il commence à pourrir. Alors que le même fruit transformé, tu peux le garder 6 mois, 1 an. Donc, moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans la logique de dire aux gens, produis si tu veux, mais surtout transforme. Très bien. Alors, on va continuer avec la dernière partie qui concerne la famille. Yes. Partie tant attendue pour certaines personnes. C'est vrai? Oui! Écoute, Philippe, Oui. tu es mystérieux. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi en ce qui concerne ta famille. OK. Pourtant, on te voit tous les jours sur YouTube, mais on ne connaît rien de ta famille. C'est pas si je suis la seule, mais vous m'en direz. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu gères toutes tes activités et tu parviens à être un époux et un père. Oh, ça, je ne suis pas sûr que je suis un bon époux, un bon père. Il faut demander à la dame, parce qu'il faut le dire. Et ça c'est très difficile d'être l'épouse d'un Philippe Simo, parce que ça demande beaucoup de patience. Je ne suis pas toujours là. Et ce n'était pas le contrat qu'elle avait signé. Quand on se mariait, je n'étais pas encore dans les histoires d'Internet. Donc, elle ne m'a pas trouvé dans ce rythme de vie pour dire que c'est comme ça que tu m'as trouvé. Non, je n'étais pas comme ça avant. Quand je finissais mon travail à la Défense à 18h, j'étais à la maison à 18h30. Aujourd'hui, c'est difficile que je rentre avant 22h. Chaque soir. Et chaque soir, quand je rentre, surtout en période scolaire, les enfants dorment déjà. Donc, je les vois le matin, mais je ne les vois pas le soir. Il faut savoir que moi, je travaille tous les jours, du lundi au dimanche. J'essaie de bloquer des créneaux quand même, pour les voir le samedi, pour les voir le dimanche, pour essayer de voyager avec eux. J'essaie d'être présent du mieux que je peux, d'étudier leurs leçons avec eux, parce que je me rends compte qu'ils n'écoutent personne sauf moi. Donc, c'est quand je suis là qu'ils écoutent vraiment et qu'ils avancent. Donc, ma présence est indispensable pour eux. Mais ce n'est pas évident. Après, je tiens ma famille loin des réseaux parce que ils n'ont rien demandé. Les gens ne me suivent pas à cause de Philippe Simo. Ils me suivent à cause d'Investir au pays. Donc, ils me suivent pour qu'on parle de business. Non, mais aujourd'hui, la personne de Philippe Simo intéresse aussi. Oui, la personne de Philippe Simo, pas de la femme de Philippe Simo. Si. Je me doute bien, parce que il y a beaucoup de gens qui ont été, notamment au début, avaient une folle obsession sur ma femme. Oui. Il a épousé une blanche. J'avais vu cette vidéo justement où il y avait ce débat. Est-ce que c'est une blanche? Est-ce que c'est une noire? Est-ce que... Et tu as fait une vidéo, mais tu n'as pas... Non. Tu n'as pas vraiment répondu à la question. Mais je n'ai pas à répondre. Je pense que les gens sont libres de se marier avec qui ils veulent se marier. C'est une question personnelle, individuelle. Je n'ai pas choisi ma femme pour qu'elle soit la femme du peuple ou pour qu'elle soit validée par le peuple. Je l'ai choisie d'après mes propres critères qui me convenaient. Maintenant, je suis d'accord que quand tu parles de business comme moi, que tu es autant engagé par rapport à l'Afrique, ça peut paraître bizarre ou étrange que la femme que tu as à tes côtés ne soit pas de la même origine, du moins du même continent que toi. Je peux comprendre les gens qui ont ce genre de réflexion et d'interrogation. Mais je laisse un mystère volontaire. Après, ceux qui me suivent vraiment savent qu'elle est, savent qu'elle ne l'ont jamais vue parce qu'elle n'est jamais parue devant une caméra. Et c'est un choix personnel ou bien c'est toi qui l'encourage à ne pas paraître sur les réseaux? C'est son choix, elle. Ok. C'est son choix, elle. Elle a dit, je pense qu'elle ne le fera pas. Elle a dit qu'elle va créer sa propre chaîne. Je lui ai dit, moi, je vais te donner tous les conseils qu'il faut. Mais je pense que ça ne cadre pas avec sa personnalité. Et je voudrais savoir par rapport, une fois j'avais suivi une de tes vidéos, tout début, tu parlais de l'éducation à partir de la maison, du homeschooling. Oui. Est-ce que c'est quelque chose, tu encouragerais encore ça aujourd'hui ou bien? Nous, on a fait du homeschooling tant qu'on était en France. Quand on est rentré ici en Afrique, on a inscrit les enfants à l'école. Même si quand je vois ce qu'ils apprennent là-bas par rapport à combien on paye, j'ai envie de les ramener au homeschooling. Parce que franchement, tu payes, nous, l'école des enfants nous coûte cher. Par enfant, on paye par an plus de 5 000 euros. Ici en Côte d'Ivoire. Ils sont dans une école soi-disant internationale, bilingue. Et en 2 ans, je n'ai pas l'impression qu'ils soient bilingues.
ou même qui sont près de l'être. Et quand je discute avec eux et que je travaille avec eux, je me rends compte que c'est encore moi qui viens pour combler leurs lacunes. Donc, l'école même qu'on paye cher là, c'est pourquoi. Donc, je réfléchis vraiment à la prochaine rentrée, à les ramener au homeschooling et trouver des profs qui vont venir les éduquer à la maison. Mais, homeschooling, parce que vu le style de vie qu'on avait, je ne voulais pas que quand on veut aller quelque part, parce que nous, on voyage en famille. Je ne voulais pas que quand on veut aller quelque part en voyage, on doit demander la permission au professeur. Lui qui, là-dedans. Donc, on a décidé du homeschooling parce que ça nous rendait aussi autonomes. Parce qu'on voyageait beaucoup, de voyager ensemble. Et par exemple, maintenant qu'on est maintenant ici, que les enfants vont à l'école, on voyage moins ensemble. Parce que justement, ils doivent aller à l'école et ça crée des contraintes qu'on n'avait pas du tout avant. Je voudrais te poser une question. Est-ce que ça a été facile pour toi de convaincre ton épouse de revenir en Afrique avec toi? Parce que ça, c'est... En fait, beaucoup de couples ont ce problème et n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Bon, je vais choquer les gens ici. Hein. C'est que ce n'est pas mon épouse. Okay. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens jouent leur rôle. Moi, je suis un mari, je pense, responsable. Je pense que je joue mon rôle et j'ai toujours été très clair avec ma femme avant de l'épouser. Mon avenir, ce n'est pas en France. Je le savais depuis très longtemps. Mon avenir, c'est en Afrique. Et je ne me mettrai jamais avec une personne pour qui ce n'est pas, à qui cette vision-là pose un problème. Jamais. Tu peux être belle comme la lune. Si tu n'es pas d'accord pour rentrer en Afrique, bye bye. Nos chemins se séparent. Donc, dès le début, elle savait que je rentrerais en Afrique. Et elle était... Non, c'est pas juste qu'elle savait. C'est qu'elle était d'accord. Bon, maintenant, parfois, tu sais que les femmes peuvent te dire oui parce qu'elle veut le mariage. Mais après coup, elle peut changer d'avis. Elle n'a pas changé d'avis, mais il faut dire qu'on s'y est préparé quand même. Entre le moment où on est venu s'installer et le moment où je l'ai connu, on est venu en Afrique plusieurs fois. À deux, avec le premier enfant, avec le deuxième. On est toujours venu en Afrique en vacances ensemble. On est venu en Côte d'Ivoire, on est allé au Cameroun, enfin, on a voyagé ensemble, on était au Sénégal. On va ensemble dans des endroits pour découvrir et on se pose la question de est-ce qu'on se sent à l'aise ici? Et donc, quand tu es venu plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile après de prendre la décision. Et puis, tu te poses des questions. Où est-ce que toi, tu peux travailler? Où est-ce que toi, tu peux faire ceci? Les enfants ont-ils des centres qui peuvent les épanouir? On se pose des bonnes questions et on coche. Et après, quand tout est coché, il faut y aller. Mais il faut dire la vérité. Quand le moment de partir est arrivé, c'est encore difficile parce que du coup, oui, mais bon, est-ce que, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Et vous êtes à Abidjan pendant une certaine période de temps déterminée ou bien à durée indéterminée? Non, on n'a pas. C'est une durée déterminée, indéterminée. C'est-à-dire qu'on n'a pas la date de fin, mais on est là pour un temps. Parce que l'étape d'après pour nous, c'est d'aller au Cameroun. On est à Abidjan pour un temps, et après on va aller au Cameroun parce qu'aujourd'hui, les investissements qu'on est en train de faire sont beaucoup plus conséquents. Au Cameroun, et donc il va falloir qu'on aille les suivre de près. Combien de temps on restera ici, je ne sais pas, peut-être encore 1-2 ans, j'en sais rien. Et ensuite, il va falloir aller transiter vers le Cameroun. Alors Philippe, en tant qu'époux, certainement tu as des plats préférés. On va finir avec ça. C'est quoi tes plats préférés? Moi, j'ai beaucoup de plats préférés. Moi, je suis un bon mangeur. Moi, j'aime manger de la bonne nourriture. J'aime le coq. Pour moi, c'est... Sans sel? Sans sucre. Sans sucre. Sans sucre. Les histoires de sucre, là, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc, le coq de Bassa. Ah oui, ce sont les avec le sel. Oui, le sel. C'est voilà. le coq des centres où il y a du sucre. Voilà, tu n'aimes pas ça. Nonsense. Il y a qui vont se fâcher en commentaire, mais je ne comprends pas. Et même, ils vont dire qu'ils ne comprennent pas ceux qui mangent le coq sans sucre. En tout cas, moi, je ne mange pas de coq avec du sucre. Donc, le coq. Un autre plat que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas mangé depuis longtemps, le kouem, les feuilles de manioc. Le ndolé, bien sûr. Ndolé, crevettes. Plat national. Le tchèp. Okay. Le bon tchèp. Honneur au Sénégal. Oui, le bon tchèp. En plus, je reviens de là. J'ai bien mangé du tchèp là, les derniers jours. Le PDG. Le poisson braisé, la sole braisée, le bar braisé. J'ai beaucoup de plats. J'ai beaucoup de plats que j'aime. Le folon. Le folon, oui. Les légumes sautés. Le mafé. Sauce d'arachide. Riz sauce d'arachide, oui. Ça me replonge avec dans mon enfance. Piment. Riz sauce d'arachide, piment. La montagne de riz comme ça.
au sommet, on verse la sauce d'arachide, ça descend. Ah, rien qu'à penser, j'ai déjà faim. Ok, alors on va s'arrêter là aujourd'hui. Philippe, c'est quoi ton mot de fin? Oh, croyez en vos rêves. Je pense que il est réellement possible de faire de faire au-delà de ce qu'on peut imaginer si on s'en donne les moyens. Moi, je crois que l'un des drames dans la vie des gens aujourd'hui, c'est que les gens ne rêvent plus beaucoup. Et quand ils rêvent, même ne passent pas à l'action pour exécuter leurs rêves. En quelques années, vous pouvez voir ce que j'ai bâti. Je ne suis qu'au début. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et je ne pense pas que je sois plus intelligent ou meilleur qu'un autre. Je pense jusqu'à un moment donné, je me suis lancé. Si vous voulez vous lancer aussi, je pense que l'Afrique est un excellent endroit pour le faire. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous cherchez les bonnes personnes, venez à Back to Africa. C'est l'événement que j'organise à Paris, les 28 et 29 septembre. Marc Karine sera là cette année. Elle est... Back to Africa. Yes. 3e édition. Oui. 28, 29 septembre à Paris. Cette année, c'est au Palais des Congrès. Tout à fait. Pourquoi les Palais des Congrès cette année? Parce que c'est l'une des rares salles centrales à Paris qui peut accueillir 4000 personnes. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une salle prestigieuse. Et moi, j'aime amener les gens dans des endroits qui font rêver. Parce que ça permet de se rendre compte que nous aussi, on peut faire ce que les autres font. Oui, et voilà, c'est une salle historique, prestigieuse. C'est un endroit de rêve en plein cœur de Paris. On est dans le 16e arrondissement, proche de tout. Et c'est pas tous les jours qu'on voit des Africains là-bas. Et moi, ça me fait plaisir quand pendant 2 jours, tout le 16e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus chic de France, tout le 16e arrondissement est rempli de Noirs. Voilà. Mais dis-moi, Philippe, pourquoi est-ce qu'une personne qui a été à la 1re édition, 2e édition, devrait venir à la 3e édition? Pourquoi quelqu'un qui a eu le BEPC, le probatoire, doit aller au bac? Parce que c'est une continuité. Nos éditions ne se répètent pas. Okay. Cette année, par exemple, on va traiter d'une thématique particulière pour des gens comme toi. Comment faire du business en Afrique sans y vivre? Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens dans la diaspora ne sont pas prêts à rentrer s'installer pour le moment, mais veulent quand même faire quelque chose en Afrique. Et donc cette année, c'est pour ça que j'ai invité des gens comme toi, qui sont clairement dans cette thématique-là, pour expliquer quel secteur, quel process, quelle technologie mettre en œuvre, quel business, avec quel budget, on peut se lancer au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ainsi de suite. Donc, c'est ça la thématique cette année qui était très différente de la thématique de l'année dernière. C'est une thématique totalement différente. Très bien. Tu sais, Philippe, je parlais avec une amie dernièrement, Inès, et elle me disait, mais Karine, les prix des tickets sont ridicules. Pour un événement comme celui-là, les lieux que tu choisis, les invités que tu ramènes, pourquoi tu mets ce genre de prix, en fait? Dis-nous. Parce que je ne veux pas que ce soit un événement élitiste. Je veux que ce soit un événement, quoi qu'il y ait encore des gens. Je rappelle que la 1re édition, on était à 300 € sur un jour. La 2e édition, on était à 600 € sur 2 jours. La 3e édition, on est à 300 € sur 2 jours. Donc, on a vraiment réduit au maximum les prix. Je pense qu'il y a même des prix pour on est en ceux-là. promotion. On a des prix d'étudiants, Voilà. des prix pour les personnes qui sont au chômage. Exactement. Parce que je ne veux pas que l'argent soit un frein. OK. Mais tiens-toi tranquille, des gens qui vont quand même trouver que 200 €, c'est cher. Oui. Mais tu leur demandes c'est cher pourquoi? C'est un événement qui nous coûte quasiment 1 million d'euros à organiser. Wow. Le palais des congrès, ça coûte une blinde à louer. Mais on loue le palais, on loue l'auditorium, on loue des espaces de stand, on loue des salles annexes. Enfin, on loue quasiment tout le palais. Et ça coûte super. Les gens n'ont pas idée des prix. Oui. Les gens n'ont pas idée des prix. Et donc, oui, moi, je ne fais pas cet événement pour gagner de l'argent. Je n'en fais pas non plus pour perdre. Je pense qu'il faut qu'on soit à peu près autour d'un équilibre. Justement, est-ce que tu es rentable? Parce que on se pose la question de savoir, après avoir engagé toutes ces dépenses-là, en fin de journée, est-ce que tu es rentable? Je récupère mon investissement. Au moins ça, oui. Oui. C'est ce qui nous... si on commence à perdre de l'argent, on ne va plus le faire. Ça n'a aucun sens. Et j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Cette année, par exemple, je suis très content qu'on commence à attirer de plus en plus de vrais sponsors. Cette année, par exemple, on vient de signer avec eux. Ethiopian Airlines est sponsor de Back to Africa parce que ça leur parle. Tu vois, eux qui sont la fierté africaine, ainsi de suite. Faire revenir les gens sur le continent africain, c'est leur mission. Et donc, ils vont nous accompagner cette année. Et toutes les personnes qui vont prendre des tickets pour Back to Africa vont avoir des réductions. On a un code promo qu'on donne. Le code On a qui est le code disponible. déjà, OK, super. Donc, écoutez les amis, on sera au Back to Africa cette année. N'hésitez pas, prenez vos tickets lorsqu'il y a encore la réduction. Inscrivez-vous. Moi, je serai là une semaine avant. C'est vrai? Je serai là une semaine avant. J'irai dans les métros.
pour parler du Back to Africa. Mais je te dis, hein, je vais faire mon petit show à Paris par rapport à ça. En tout cas, vous n'avez pas envie de manquer ça. Ce sont des événements historiques. Je crois que ce sont des événements. Moi, quand j'ai vu le Back to Africa pour la première fois, j'étais tellement contente de voir que tu as porté la vision aussi grande. Parce que ça prend quand même du courage de faire ça. Et j'apprécie, je te soutiens. Et je te soutiendrai toujours. Merci. Donc, allons-y pour le Back to Africa. Prenez vos tickets et on se retrouve le 28 et le 29 septembre à Paris. Juste préciser, du coup, je vais t'envoyer le lien que tu vas Ok. mettre dans la barre de description. Oui, oui, Et comme ça, les gens pourront cliquer directement dessus. super. Donc, Rendez-vous à Back to Africa. rendez-vous à Back to Africa. Venez voir la star.